Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous ce matin. Rudy Cambier, chef du département innovation, partenariat industriel à la direction de l'appui aux politiques publiques de l'IGN. Ce matin, il m'a été proposé d'intervenir plutôt sur, on va dire, des cas d'usage concrets, et à savoir l'IA au service de l'intelligence territoriale, avec la faute d'orthographe que vous aurez remarqué, mes excuses. Vous dire aussi que cette présentation en fait, va être davantage sur orientée cas d'usage et sera complémentaire avec l'intervention de Pierre précédente, qui était technique, qui nous a permis, et merci Pierre, d'avoir un cadrage techno de ce qu'est l'intelligence artificielle. Moi, je vais essayer de vous décrire en 30 minutes quelle est la stratégie de l'IGN en matière d'intelligence artificielle. Peut-être aussi vous rappeler, pour certains ou certaines, que l'IGN, donc c'est l'Institut national de l'information géographique et forestière, établissement public administratif, 2 ministères de tutelle, le ministère de la transition écologique et le MASA, le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire pour le côté forêt, puisqu'on a également l'information forestière. Vous dire aussi que cette stratégie IA, en quelque sorte, elle vient s'inscrire dans une transformation numérique en profondeur de l'IGN depuis quelques années. Alors, vous connaissez toutes et toutes les cartos historiques de l'IGN, mais bien entendu avec la data et le numérique, une évolution extrêmement très forte, mais également une évolution forte de l'IGN dans son positionnement et dans ses missions de service public. Puisque aujourd'hui, l'IGN et c'est ce que j'avais mis en introduction sur la première slide, se présente en cartographe de l'Anthropocène. Cartographe de l'Anthropocène, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que on part du principe qu'à l'IGN, on est chargé de la description de la surface du territoire national, de l'occupation de son sol, de l'inventaire permanent des ressources forestières et aussi de la production de toutes les représentations appropriées des données, ainsi que leur archivage et de leur diffusion. C'est une mission de service public importante avec ce triple objectif d'observer, de mesurer et de décrire, et surtout, c'est là aussi le point le plus important, d'évoluer aussi dans une démarche d'offre d'appui aux politiques publiques, donc de travailler main dans la main avec les territoires, pas de manière descendante, mais de manière horizontale, dans une logique de co-construction avec l'ensemble des acteurs de la donnée, mais également des acteurs décideurs de politiques publiques. Cartographe de l'Anthropocène, ça veut dire aussi adresser sur le plan de la data et de l'IA, j'y reviendrai, un certain nombre d'enjeux clés de notre époque. Ça peut être effectivement aussi bien les problématiques de risque climatique que d'urbanisme ou d'urbanisation ou encore d'aménagement du territoire, d'agriculture, d'énergie. La forêt, j'y reviendrai aussi, biodiversité, l'érosion du littoral ou encore les enjeux liés à l'eau. C'est vraiment comment on fait aussi évoluer à l'IGN finalement nos cartographies, notre production de données et les outils d'aide à la décision sur toute une série d'enjeux clés au niveau national mais également au niveau territorial. Et ce point sur l'offre d'appui aux politiques publiques est pour nous central. Alors, dans ce cadre, avec les enjeux effectivement data et qu'on a pu encore voir en introduction, l'IGN a travaillé il y a quelques années sur l'écriture et le déploiement d'une feuille de route en intelligence artificielle pour déployer l'intelligence artificielle à grande échelle et notamment dans nos processus de production et dans nos outils cartographiques. Donc, avec trois axes majeurs que sont entretenir et renforcer les capacités techniques d'intelligence artificielle pour notamment conduire des grands projets d'automatisation, mener un certain nombre d'expérimentations en tant qu'établissement public ayant beaucoup moins de moyens que de grands industriels, on partait de nettement plus loin et donc on s'inscrit vraiment dans une démarche, une approche on va dire itérative où notre objectif c'est de conduire des expérimentations à petite échelle, y compris avec des partenaires et en écosystème ouvert, je pourrais y revenir, et progressivement de passer justement nos innovations et nos expérimentations à l'échelle France entière et du territoire. Et puis, troisièmement, c'est un point important et ce sera le troisième temps de ma présentation, c'est participer aux communautés d'intelligence artificielle. Je pense que c'est à personne que j'apprendrai ici que les enjeux de la data sont collectifs, sont collaboratifs et l'IGN n'est absolument pas ou plus dans une posture verticale de production et de centralisation des données. On est vraiment dans une approche collective et collaborative et donc participer aux communautés IA et notamment les plus ouvertes,
j'y reviendrai sur la communauté scientifique notamment, est clé et importante pour nous. Et puis on a aussi conscience que c'est aussi une certaine vision de l'intelligence artificielle que l'IGN doit porter en tant qu'acteur de service public. Il y a des enjeux d'éthique de l'intelligence artificielle et puis aussi algorithmique, ce que ça dit de l'information que l'on délivre ou que l'on propose ou de l'automatisation quand on appuie nos modèles sur du deep learning ou sur des modules d'intelligence artificielle. Donc peut-être juste pour répondre à une première question, quand on est l'IGN, pourquoi avoir recours concrètement à l'intelligence artificielle pour décrire le territoire? Je vais vous donner quelques exemples de cas d'usage concrets. Premièrement, notamment quand j'évoquais le lien avec l'appui aux politiques publiques, je pense que ça n'aura échappé aussi à personne, les enjeux de zéro artificialisation nette. On a un travail assez important au sein de l'IGN consistant à cartographier et à suivre l'occupation des sols. Et c'est, on va dire, en quelque sorte sur cet enjeu de politique publique et cet enjeu aussi écologique qu'on a travaillé en priorité et où on a mis les moyens justement de développer à grande échelle de l'intelligence artificielle. Alors l'enjeu ici sur la partie suivi d'occupation des sols, c'est ce que Pierre évoquait tout à l'heure en introduction, c'est de vraiment recourir, et je ne vais pas revenir sur les éléments techniques, sur des méthodologies de deep learning, d'apprentissage profond, pour apprendre à extraire de l'information sur de l'imagerie aérienne. Donc là vous voyez sur la planche que je partage, un peu le processus qui permet à un moment donné de passer de l'image aérienne à un produit, on va dire en quelque sorte plus précis sur des critères d'occupation du sol, et j'y reviendrai dans un deuxième temps. La valeur ajoutée de mobiliser l'algorithmie et l'intelligence artificielle, c'est de passer plus rapidement de l'image aérienne à la cartographie. Et donc c'est un gain de temps important. Être cartographe de l'Anthropocène, c'est aussi, et c'est un des thèmes de la journée, c'est détecter plus rapidement le changement, ou du moins l'identifier. Et du coup, c'est aussi nous permettre à un moment donné de modéliser plus rapidement nos traitements de la donnée pour accéder à de l'information qualifiée sans forcément prendre des mois et des mois. Et donc c'est aussi, bien entendu, il y a un enjeu extrêmement fort, c'est de partir de cas testés en local ou au niveau plutôt territorial, puis de les généraliser. Et tout ça est un long processus, puisque notre objectif en tant qu'établissement public national, c'est de garantir des données fiables sur tout le territoire. Et donc on a aussi cet enjeu justement d'itérer en permanence entre les modèles que l'on teste et les modèles que l'on passe à l'échelle. Donc toujours là sur les enjeux de suivi d'occupation des sols. Donc la méthodologie qu'on a employée sur cet enjeu de politique publique, c'est déjà produire une première couche de base. On a, comme je le disais, progressivement expérimenté, itéré. Commencer sur 2000-3000 mètres carrés, avant, petit à petit, bien entendu, de tester le modèle, de le valider et de pouvoir le passer à l'échelle, c'est-à-dire sur l'intégralité du territoire et de 550 000 km². Donc ici, ce que permet en quelque sorte l'intelligence artificielle, c'est de systématiser les représentations du territoire sans S. Et j'y reviendrai tout à l'heure, ça a inévitablement des... j'ai voulu accepter en parallèle, mais c'était fait. Je le préciserai, c'est de la mobilisation d'ETP, d'équipes dédiées. Il y a eu un impact extrêmement fort sur le plan organisationnel et en termes de recrutement au sein de l'IGN, mais pour travailler sur cette cartographie, on va dire automatisée, de l'occupation des sols à l'échelle nationale et territoriale, il faut aussi avoir en tête les volumes d'investissement que cela représente pour un établissement comme le nôtre, puisqu'on est sur près de 5 millions d'euros d'investis au cours des dernières années pour réussir à produire ce type de cartographie d'occupation des sols. Et donc là, je vous ai remis à l'écran on va dire en quelque sorte les différentes étapes de l'imagerie aérienne, sur lesquelles on va commencer par quelques annotations, à des cartes thermiques et ensuite à un produit, on va dire, final qui, vous le verrez un peu plus tard aussi dans la présentation, je détaille davantage les différentes couches, mais nous permet aussi d'avoir une lecture, on va dire, plus fine avec des codes couleurs qui permettent de ne pas rester au stade de l'image, bien entendu, satellitaire, mais d'avoir un produit, on va dire, consultable, lisible et exploitable par les porteurs de politique publique ou également les acteurs de l'aménagement ou autres, quand on est sur une analyse très fine de l'occupation des sols.
C'était un premier exemple d'application de l'IA au sein de l'IGN. On mobilise aussi, bien entendu, le deep learning et l'IA sur le LIDAR, où là, on va effectuer un travail sur des réseaux de neurones profonds, ce qu'évoquait Pierre tout à l'heure en introduction, avec un objectif par rapport au LIDAR, c'est d'automatiser le classement des nuages de points, de sémantiser. Et donc là aussi, ça nous permet en quelque sorte de gagner du temps sur les process et d'automatiser plus rapidement. Même si, vous le verrez, important pour nous d'ouvrir en quelque sorte la boîte noire. Pour nous, travailler sur ces réseaux de neurones profonds et automatiser ce classement de nuages de points, du POC à la mise en production, c'est environ entre 1 an et 1 an et demi. Donc c'est un travail quand même relativement lourd qui mobilise très fortement les équipes, et je reviendrai dans un deuxième temps sur les impacts aussi organisationnels, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais passer un peu plus vite, mais du coup, on mobilise aussi, bien entendu, aujourd'hui de plus en plus l'IA et le deep learning sur des projets en lien avec l'agriculture et l'analyse de séries temporelles optiques. On le fait aussi, vous le voyez, un peu selon les mêmes modes sur de la cartographie forestière et notamment suivi de la santé des forêts et des essences. Donc, ce qu'il faut retenir ici, dans les messages clés, c'est que, vous l'aurez compris, à l'IGN, on a décidé de faire de l'IA, mais on ne fait pas de l'IA parce que tout le monde fait de l'IA et qu'il y a un phénomène de mode autour de l'IA. On fait de l'IA parce que pour nous, clairement, on le voit que sur le plan technologique, le deep learning et les réseaux de neurones sont des alliés de choix pour la description du territoire tel que je vous l'ai présenté précédemment. Et donc les méthodes d'apprentissage profond nous permettent de reconnaître automatiquement différents types d'objets, bâtiments, arbres, surfaces de bitume ou autres, contributifs des classes sur des images à la fois aériennes et spatiales, puisqu'on le fait aussi sur de l'imagerie spatiale. Et donc ça nous permet, nous, de concentrer la valeur sur le passage à l'échelle et de mettre plus vite en place des capacités de description fine et systématique du territoire à travers toute une diversité de thématiques, et aussi en s'appuyant sur une structuration très spécifique des données. Bien entendu, là, l'IA ne vient pas remplacer des tâches ou des ETP ou des compétences. Vous vous doutez bien que sur des projets comme ceux-ci, ce n'est pas là encore une boîte noire qu'on active et qui nous donne des résultats. C'est énormément de travail de la part de nos data scientists, développeurs et notamment des agents au sein de l'IGN, puisque pour avoir une IA qui aide à automatiser, il faut avoir un gros travail en amont, et je le repréciserai tout à l'heure. Donc ça, c'est pourquoi faire de l'IA à l'IGN et ce que ça nous apporte, nous, sur notre travail de cartographe du service public et des territoires. Maintenant, tout l'enjeu, c'est ce que j'évoquais un peu et ce qu'on a réussi à faire sur le CSGE, l'occupation du sol à grande échelle. C'est l'IA, certes, mais pour passer à l'échelle. C'est vraiment l'enjeu et l'objectif. Et donc, nous, tout le travail au sein de l'Institut depuis maintenant plusieurs années, c'est aussi d'accélérer pour mettre ces données à l'échelle du territoire et faire en sorte que, comme je le disais tout à l'heure, finalement le travail testé en local puisse vite et très rapidement passer à l'échelle, être accessible à toutes et tous. Mais tout ça occasionne un travail conséquent qui est le travail sur les données d'apprentissage. Si je reprends l'exemple de l'occupation du sol à grande échelle, on est sur des données aux milliers de kilomètres carrés. Et vous le verrez quand je ferai un petit focus sur notre ouverture aux écosystèmes d'innovation et à nos collaborations avec les écosystèmes et notamment les communautés scientifiques, sans travail important sur les données d'apprentissage, ce qui est assez lourd à mettre en place, derrière c'est très très difficile d'avoir des modèles robustes, et donc nous on est vraiment aussi dans cette logique d'ouvrir au maximum, de collaborer et de travailler pour entraîner un certain nombre de modèles qui trouveront justement leurs résultats. Alors, comme je le disais, c'est aussi important, je fais un petit pas de côté, mais il faut comprendre aussi que ces enjeux ne se font pas juste en un claquement de doigts et en convoquant parfois le mythe et le fantasme du terme IA ou intelligence artificielle. Nous, ça a eu un impact au cours des dernières années, un impact très fort sur nos ressources humaines et sur l'organisation de l'établissement. Premièrement, on partait d'assez loin sur ces sujets d'intelligence artificielle. Donc, il y a eu le développement d'une expertise d'IA très forte avec le recrutement d'une trentaine d'experts et d'expertes et d'équipes de recherche, avec une répartition tout au long du cycle en lien avec ce travail autour de l'IA
innovation, développement, production. Ce qu'il faut aussi noter pour des établissements publics comme les nôtres, c'est la compétition forte pour capter des talents. Il est difficile aussi, nous, en termes de proposition de valeur, parfois de s'aligner sur les acteurs du privé. Et donc, nous, on s'appuie vraiment sur le sens des missions de l'IGN, hein, le service public, la transition écologique qui attire beaucoup, l'approche open source, sur laquelle je reviendrai également tout à l'heure, et puis tout ce qui touche finalement aux enjeux de crédibilité scientifique et technique, puisque les liens de l'IGN, et notamment via notre école, l'ENAG, mais également un certain nombre de labos de recherche comme le LASTIG, rattachés à l'IGN, sont des contributions avec les communautés scientifiques importantes pour nous permettre justement de sans cesse progresser et évoluer. Et puis en termes d'équipe, on est vraiment là sur des équipes pluridisciplinaires, hein, avec à la fois des experts IA, des experts métiers, des géomaticiens, des photo-interprètes et toute une série d'autres compétences en développement. Donc pour nous, ça a été vraiment un changement important sur le plan RH et sur le plan de l'organisation. Ça a été dit par Pierre aussi tout à l'heure précédemment en introduction, mais c'est aussi un des enjeux, c'est finalement les ressources et les puissances de calcul. Donc nous aussi, tout ce travail, vous l'aurez compris, je ne vais pas revenir dans les détails techniques déjà évoqués par Pierre, mais ce sont des consommations importantes, des processeurs spécifiques, bien entendu. Ce sont des consommations aussi souvent exponentielle, notamment par rapport aux performances recherchées. Et donc, nous, ça crée aussi, en quelque sorte, pas mal de tensions parfois économiques sur ce sujet. Et c'est des axes aussi sur lesquels on travaille actuellement. C'est de la possibilité de réduire les consommations avec des modèles bien choisis. Hein. C'est un peu l'IA by design ou l'IA éthique qui nous permet de réduire les consommations, parce qu'il y a aussi, à un moment, cet enjeu écologique et de sobriété technologique, puisque l'IA est extrêmement consommateur de données et de ressources, notamment pour accéder à cette puissance de calcul. Puis vous l'aurez compris, pour un établissement comme le nôtre, et comme pour beaucoup, l'enjeu c'est rester en continu à l'état de l'art. Hein. C'est la progression exponentielle et les volumes déjà massifs de l'IA, y compris vis-à-vis du domaine académique, c'est de pouvoir répondre à cela. Et puis, pour nous, c'est aussi important de maintenir le dialogue entre la recherche et les équipes opérationnelles. Je pense que souvent, sur beaucoup de sujets, c'est pas tout le temps le cas, mais il peut y avoir un petit fossé entre d'un côté les travaux de recherche et puis de l'autre, nous, les mises en application opérationnelles. Donc, vous le verrez notamment avec le dernier temps de mon intervention, il y a un enjeu ici à faire communauté avec les écosystèmes scientifiques, mais pas que, justement pour nous permettre de maintenir ce dialogue entre l'état de l'art, la recherche académique et, on va dire, l'opérationnalisation de cette recherche. Donc c'est la raison pour laquelle, troisième et dernier temps de ma présentation, et c'est aussi un des messages forts qu'on souhaite faire passer à l'IGN, c'est que l'IGN s'inscrit pleinement et soutient les écosystèmes IA autour de la géodonnée. Je disais tout à l'heure, l'évolution de la position de l'IGN n'est pas une position surplombante, mais c'est une position horizontale et de faire avec. Et donc pour nous, c'est extrêmement important, parce qu'on ne peut pas tout faire seul, de soutenir les écosystèmes IA de la donnée. Je vais vous donner peut-être deux illustrations à cela. Premièrement, c'est toujours en lien avec notre dispositif de cartographie de couverture du sol. C'est donc le projet, ou en tout cas le programme COSIA. Hein. Vous pouvez aller après sur cosia.ign.fr. COSIA, c'est un programme qui a débouché en fait sur un prototype à destination de tous les utilisateurs des services IGN qui souhaitent co-construire les cartes de couverture du sol par intelligence artificielle. Donc là, avec ce projet, on est sur 16 classes de couverture des sols, on est sur une résolution à 20 cm, on est sur des modèles de deep learning. Et nous, notre cible ici, ce sont les communautés géomatiques qui n'ont pas nécessairement de fortes ressources en IA. Donc j'en reviens à notre mission de service public aussi, c'est de pouvoir et vous le verrez aussi sur une plateforme, hein, accéder aux modèles, accéder aux données. Et on est très, très content et très fiers de ce projet COSIA, parce qu'on voit de nombreuses réutilisations. Alors ça peut être à la fois des associations environnementales ou encore des agences d'urbanisme. Mais un exemple concret de réutilisation pour des index de végétation, pour retravailler les études en lien avec l'installation de canopées, la renaturation des villes, ou encore la continuité écologique. Et donc,
petite capture d'écran, hein, vous voyez, c'est un travail important où avec aussi sur le plan de l'ergonomie, de l'UX design, la possibilité hein, d'avoir les différentes classes que j'évoquais hein, tout à l'heure, bâtiment, serre, sol nu, surface, eau, conifère, feuillu, culture, vigne ou encore terre labourée. On a vraiment là différentes classes qui nous permettent en fait d'avoir une lecture très précise et très fine. Et donc ça s'appuie sur l'automatisation que j'évoquais un peu plus tôt, qui nous permet justement de mettre à disposition des communautés, des cas d'usage, des métadonnées et d'ouvrir aussi entre guillemets le code et l'algorithmie qui peut être reprise et réappliquée ou même retravaillée. Donc ça, c'est le projet COSIA sur la couverture des sols. J'ai beaucoup parlé tout à l'heure de l'enjeu de faire avec, de s'ouvrir aux écosystèmes, et notamment les écosystèmes scientifiques. Et ben, je vais prendre quelques secondes juste pour vous parler des challenges FLAIR 1 et 2, qui sont en fait des challenges qui ont été lancés par l'IGN en année 1, puis par l'IGN en lien avec le CNES en année 2, dirigé vers les communautés scientifiques. Et le challenge en intelligence artificielle FLAIR, en fait, c'est un défi qui vise à améliorer la cartographie de l'occupation du sol en exploitant les données géospatiales fournies par le jeu de données FLAIR, donc FLAIR pour French Land Cover from Aerospace Imagery. Et donc FLAIR, c'est un jeu de données géospatiales France entière qui décrit la diversité du territoire métropolitain, les climats, écosystèmes, sols, dans le but de produire la cartographie à grande échelle. L'élément fondamental hein, sur ce challenge, c'est ce que j'expliquais un peu plus tôt quand j'évoquais la question et les enjeux, notamment des données d'entraînement et toute la préparation qu'il y a en amont. Ici, dans le cadre de FLAIR, l'IGN a mis à disposition plus de 20 milliards de pixels annotés et des données acquises sur 50 départements. Donc quand même, pour repère, ce set de données, c'est le plus important dataset existant pour entraîner des modèles IA à l'occupation des sols. Donc c'est pour quand même vous donner le dimensionnement du projet. Et nous, justement, par rapport à l'ouverture vis-à-vis des écosystèmes IA, et notamment académiques et scientifiques, l'objectif, c'était de lancer un challenge pour inviter en fait chaque contributeur de la communauté scientifique, des industriels ont participé aussi, avec nous, à travailler sur l'IA, sur les modèles algorithmiques, à entraîner des modèles, à les enrichir. Et là, on s'est vraiment inscrit dans une dynamique d'ouverture, du faire avec, qui nous a permis de travailler sur du multisource, sur quasiment donc 800 km², 19 classes. Et donc là, à nouveau, hein, la cible, c'était les acteurs impliqués dans le développement de systèmes IA pour la description du territoire. Mais ça a été un peu plus large, hein, puisque, comme je le dis ici, on a également eu des participations d'acteurs comme l'ONERA, certes, mais également d'acteurs industriels, Airbus, jusqu'à aussi Alibaba qui est venu jouer, entraîner différents modèles et à jouer avec les données qu'on avait mises à disposition. Comme je le disais précédemment, c'est un travail important de préparation de la donnée pour l'IGN pour arriver à proposer un challenge de ce niveau et derrière pouvoir avoir des résultats concluants avec les communautés scientifiques. Je l'ai dit aussi un peu plus tôt, nous, ça fait aussi et ça permet de créer du lien et on va dire en quelque sorte de l'innovation collective et collaborative. Et donc ça crée cette jonction entre la communauté IA Deep Learning et l'information géographique, parce que c'est important, c'est pas forcément et nécessairement toujours la même. C'est-à-dire que là, nous, c'était aussi un appât en quelque sorte pour dire aux communautés data, IA et deep learning, venez jouer avec la data et la data géographique et l'information géographique et mettez aussi vos capacités, vos connaissances et vos savoirs au service d'une amélioration justement de nos modèles, au service de l'information géographique. Et puis, ça a été énormément, je ne vais pas rentrer nécessairement dans le détail parce que là, le temps file et j'ai bientôt terminé, mais ce sont des contributions significatives à l'amélioration des architectures, aux différentes séries temporelles. Donc vous l'aurez compris, c'est-à-dire que nous, on ouvre pour permettre aux gens de jouer, les gens jouent avec, s'en emparent, se l'approprient, et nous, on en tire aussi de la valeur, puisque cette approche collaborative nous permet de ne pas faire tout seul, et aussi de pouvoir avoir d'autres propositions dans l'enrichissement. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, à l'IGN, et je terminerai sur ce point, on s'inscrit vraiment dans une logique de ce qu'on appellerait en fait des actifs GeoAI, alors des actifs d'intelligence artificielle géographique ouverts,
permettant à tout type d'acteurs de s'emparer librement. Hein. Ils peuvent se connecter à la plateforme Hugging Face, hein, qui est une bibliothèque open source de Transformer qui est conçue pour les applications de traitement automatique de langue. Et c'est aussi une plateforme qui permet le partage de modèles et l'ensemble des données. Donc là, c'est très ouvert. Et si vous allez sur le Hugging Face, vous allez avoir accès à des modèles de couverture 8 modèles de couverture du sol, à des datasets ouverts hein, sur la couverture du sol, sur la forêt, sur le lidar et l'agriculture, ce que je disais tout à l'heure avec notamment des séries temporelles. Et nous, c'est vraiment cet objectif, c'est que chacune puisse s'emparer, c'est ce que je disais tout à l'heure, ouvrir cela aux communautés de géomaticiens le plus large possible. Donc voilà. Et donc nous, vraiment, cette approche hein, autour de ces actifs d'IA appliqués à la donnée géographique, pardon, ouvert, c'est vous l'aurez compris, pour nous et un établissement comme le nôtre, réduire quand même les coûts et les barrières à l'entrée pour l'IA cartographique, pour nous, mais également pour nos publics et les écosystèmes avec lesquels on travaille, notamment les collectivités. C'est atténuer aussi de la concentration dans le secteur de l'intelligence artificielle. Et puis aussi, pourquoi pas, hein, ça peut être influencé modestement, mais en bon accord avec les communautés scientifiques, l'agenda de la recherche avec des jeux de données massifs et de qualité, puisque c'est vraiment parce qu'on va, et je le redis, travailler sur ces jeux de données massifs en amont et de qualité très fins qui apportent quelque chose que les communautés vont avoir envie de se déplacer et de travailler avec nous. Voilà. Je m'arrête là. Merci de votre attention et l'idée c'était de partager avec vous les grandes lignes des cas d'usage et la stratégie de l'IGN en matière d'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir respecté le timing. Même si le timing est un peu serré, je pense qu'on a le temps pour prendre une question, s'il y a une question qui vous brûle les lèvres. Oui, bonjour. Je m'appelle Hugues Delaconnet, je suis stagiaire géomaticien au sein de la Chambre régionale d'agriculture. Et je me demandais, est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle telle que vous nous l'avez présentée, ça pourrait être une solution pour obtenir une occupation des sols parfois un peu ambiguë, un peu complexe, comme par exemple les friches agricoles, où de simples classifications par random forest sont généralement insuffisantes ou du moins donnent des résultats pas forcément suffisants. Question un peu technique à laquelle je serais limité en termes de compétences, je ne suis moi-même pas data scientist, mais sur le fond, et ce serait plus ma position, oui, c'est notamment l'objectif de descendre à ce niveau, à cette échelle, et aussi d'avoir un outil qui, bien maîtrisé et bien contrôlé sur la base de tout ce que je disais précédemment, nous permette en quelque sorte d'être aussi plus fin sur ces analyses, sur ce niveau d'interprétation, et également sur, on va dire, l'intermédiation dont on sait que par rapport à ce que vous évoquiez, c'est-à-dire les friches agricoles ou d'autres enjeux de ce type, on est sur des enjeux qui sont économiques, qui peuvent être aussi importants pour un certain nombre d'acteurs au niveau des territoires. Donc, première réponse, oui à votre question, et deuxièmement, à manier avec sérieux et avec rigueur pour pas être forcément dans les mauvaises interprétations et être vraiment dans une logique aussi de co-construction avec les acteurs. Donc je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question, mais en tout cas je trouve que la manière dont vous l'avez posée et formulée, oui, j'adhère, et en ce sens ça peut aller dans cette direction. Oui, on va prendre une dernière question et après on enchaînera. Merci. Juste pour revenir sur votre... Katia Schorl, chercheur CNRS en archéologie. Vous comprendrez peut-être mieux le sens de ma question. Vous avez parlé de cartographier l'Anthropocène. Merci. Et du coup, je voulais revenir sur le concept historique, justement. L'Anthropocène, c'est 12 000 ans d'histoire. Est-ce que vous avez des réflexions profondes sur comment on estime l'évolution du paysage sur 12 000 ans? Et est-ce que vous avez des souhaits, justement, de travailler sur ces questions pour mieux permettre, par l'évolution du paysage tel qu'on le connaît depuis 12 000 ans, pour mieux simuler le futur de l'environnement? Est-ce que vous travaillez déjà avec des équipes en ce sens des temps longs de l'histoire? Alors là, c'est le piège de la communication quand on se positionne comme cartographe de l'Anthropocène. Nous aimerions pouvoir remonter sur toutes ces années d'histoire. On n'en a ni les capacités ni les moyens. En tout cas, nous, à l'échelle de l'IGN, quand on se positionne plus là, aujourd'hui, comme cartographe de l'Anthropocène, c'est plutôt sur du temps très très court. C'est-à-dire que, je pense que ça n'échappera à personne là aussi, que le dérèglement climatique accélère, bien entendu, les changements à l'échelle du territoire. Et donc,
donc dans cette phase entre une cartographie, on va dire en quelque sorte un peu statique, qu'on produisait tous les 3 ans ou tous les 4 ans, il y a un besoin d'accélérer effectivement le suivi, c'est tout l'enjeu aussi de cette journée en quelque sorte, hein, mais la détection du changement hein, au niveau du littoral, de l'occupation des sols. Et donc nous on est plutôt sur cette partie un peu plus courte, c'est-à-dire qu'on a de l'historique des données, on peut remonter sur plusieurs années, mais avec les technologies, le numérique, la data, et puis on y reviendra je crois aussi dans l'après-midi avec la donnée satellitaire, on fait un bond en avant extrêmement fort, donc on ne va pas être forcément sur cette cartographie, on va dire rétrospective, mais on va avoir conscience effectivement des bouleversements, des basculements au cours des dernières décennies, de leur accélération, et donc maintenant d'avoir une sorte de vigie et un outil de pilotage qui nous permettent sur cette historique de données qu'on a observé au cours des dernières décennies, dans les années qui viennent, d'accentuer notre observation, de voir les changements, de pouvoir les modéliser, de pouvoir les anticiper et de pouvoir aussi simuler des scénarios d'adaptation et ou justement d'aménagement en conséquence. Donc voilà, attention au piège effectivement, je suis d'accord avec vous, de communication cartographe de l'Anthropocène, mais si je devais résumer, et je finis là parce que je sais que le temps passe, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir, moins rétrospectif mais plutôt proactif par rapport à la séquence dans laquelle on est. Après, on est très ouvert aux collaborations, bien entendu, avec le CNRS et les connexions entre les travaux qu'on conduit actuellement et puis, bien entendu, ce peut-être que vous faites à votre disposition pour en reparler dans la matinée et dans la journée. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici sur ces problématiques avec l'IGN. On passe à la suite donc avec le plan d'application satellitaire. Donc ça va être une intervention par Audrey Pellet qui est à distance normalement. On l'entend à peu près. Donc qui travaille au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et qui va nous parler de la stratégie IA par rapport au plan d'application satellitaire.